Chers amis auditeurs, heureuse et meilleure année à vous. Je tenais à vous adresser ce petit mot avant le début du premier épisode de 2024, déjà pour vous remercier, dire merci à tous ceux et celles qui suivent le projet depuis le début et aussi à ceux qui ont pris le train en marche. Je souhaite aussi vous inviter à partager le projet autour de vous, à vous abonner à ma page Insta Les Étoiles du Bled, au compte YouTube et aussi sur Spotify. La saison se poursuit cette année. Et toutes les 2 semaines à peu près, nous aurons le plaisir d'aller à la rencontre d'étoiles du bled au parcours divers et variés, mais tout aussi intéressant, attachant et entichant. En tout cas, voilà qui est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture du nouvel épisode. Et puis, peace. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est assez particulier parce que je rencontre mon invité en présentiel. C'est la première fois que je le fais. Généralement, on le fait par Zoom. Et voilà, je suis très content de le voir en chair et en os, en chaîne et en or. Nous sommes en plus dans un très beau cadre, quelque part à Cotonou. Et voilà. Alors, vous le savez, l'invité du jour, c'est Benjamin Boupeti. Et Benjamin, bonjour. Bonjour, J'espère que tu vas bien. je vais très bien, merci beaucoup. Alors, déjà, je veux te dire merci, vraiment merci du fond du cœur d'avoir accepté de donner un peu de ton temps. Tu Avec vois, là, joie. je suis même très stressé là à l'idée de faire cette émission avec toi, mais j'espère que ça va bien se passer. Alors, comme je t'avais dit lorsqu'on préparait l'émission, il y a 4 parties. Donc, à la première consiste à te présenter. Et du coup, voilà, on est parti. Silence, s'il vous plaît. Place à la présentation. L'étoile du jour n'est plus à présenter. Mais je vais la présenter quand même. Il s'agit ni plus ni moins de Benjamin Boupeti, l'homme avec grand H qui est rentré dans l'histoire du Togo en devenant le premier médaillé olympique du pays. Benjamin, ou Benji pour les intimes, tu es né le 4 août 1981 en France, d'un père togolais et d'une mère française. Et le canoë-kayak, apparemment, est une histoire de famille parce que ton frère de 4 ans, ton aîné, Olivier, aussi fait du canoë. Alors, dès l'âge de 10 ans, tu te lances dans ce sport, pratiquant 3 disciplines, le slalom, la ligne et la descente non olympique. Et c'est finalement à l'âge de 15 ans que tu optes pour la discipline du slalom en K1. Et le K1, je pense, c'est le kayak monoplace. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Wikipédia nous renseigne. Les courses de slalom se déroulent en général sur un stade d'eau vive, c'est-à-dire un cours d'eau aménagé qui, en tout cas, dans l'image que moi je me fais, ressemble aux eaux agitées d'un fleuve sur les 50 derniers mètres, 50-100 derniers mètres lorsqu'on se rapproche d'une chute en cascade. C'est à peu près ça. Ok, d'accord. Donc le parcours du slalom en canoë-kayak comporte 18 à 25 portes à passer, lesquelles se matérialisent par des fiches bicolores, blanches et vertes ou blanches et rouges, sur une distance d'un minimum de 250 mètres et d'un maximum de 400 mètres. Alors, selon la couleur de la porte, elle doit être prise soit dans le sens de la rivière ou en remontant, enfin, soit dans le sens de la rivière, et là, il s'agit des portes blanches et vertes, ou en remontant, en faisant un tour à 360 degrés sur, sur les portes blanches et rouges. Donc, les portes, en fait, elles doivent être exécutées dans l'ordre des numéros affichés aussi. Et tout parcours, en fait, doit contenir entre 6 et 8 portes rouges. Donc, et aussi apparemment, tout le trajet doit être parcouru dans un temps qui s'approche des 90 secondes. C'est à peu près ça? En moyenne, c'est ça, oui. Ok. Alors, Benjamin, c'est en 2003 que tu choisis de représenter le Togo.
Et c'est justement dans cette discipline-là, le slalom, que tu participes à tes premiers Jeux olympiques à Athènes en 2004. Et tu finis à la 18e place du classement général, si je ne me trompe pas, atteignant les demi-finales. C'est bien ça. En 2006, tu rejoins une structure professionnelle, la team Amadonsa, basée en Afrique du Sud. Et apparemment, c'est un changement qui, avec le recul, t'a bien porté chance. Parce que en janvier 2008, à Nairobi, peut-être que tu te rappelles, tu remportes les premiers championnats d'Afrique et tu décroches ton ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo. De Pékin plutôt. Ah pardon, de Pékin. Pardon à mes amis chinois. Et apparemment, début juillet, tu finis deuxième à la Coupe du Monde de kayak, la même année. Et en août, du coup, à Pékin, c'est la consécration parce que tu finis à la 3e place du classement général. Et c'est ainsi que tu offres au Togo sa toute première médaille olympique. Là, on en parle comme ça, mais je revois la scène du moment où tu arrives à la ligne d'arrivée. En fait, tu te rends compte en fait du résultat et tu casses ta pagaie. Je pense que voilà, c'était la meilleure façon de faire exploser ta joie, l'émotion qui t'animait et tout ça. Et 4 ans plus tard, on est à Londres, 2012, et voilà, cette année ne nous réussit pas parce que tu n'arrives pas dans la compétition au mieux de ta forme, la faute à une sérieuse blessure que tu contractes à l'épaule en 2011. Malgré cela, tu atteins quand même la finale et tu finis à une honorable 10e place au classement général. Alors, ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que en 2008, le succès n'a pas été que sportif. Il a été aussi académique parce que la même année, tu obtenais ton master en management d'entreprise. Et cela, en fait, pouvait laisser entrevoir une carrière dans le développement après la carrière de kayakiste. Et effectivement, très rapidement, tu t'engages dans le développement de ton sport en Afrique, ainsi que dans la promotion du sport pour la paix et pour le développement social et durable. Alors, tu as notamment organisé et animé un camp sportif avec la team Amadonsa, au cours de laquelle tu as initié environ 300 jeunes à 8 disciplines sportives des JO. Et apparemment, en ce moment, tu es membre du Club des champions de la paix, un collectif d'athlètes de haut niveau créé par Peace and Sport, une organisation internationale basée, une fondation, une organisation, c'est une fondation. Organisation, oui. Ok, une organisation internationale basée à Monaco qui œuvre pour la construction d'une paix durable grâce au sport. Tu as aussi participé aux ateliers sportifs PJJ, au service de l'insertion professionnelle des jeunes. Tu es également speaker et tu prends part régulièrement à des événements. Tu as participé au 8e Forum international Peace and Sport, à la Biennale de Luanda en 2021 et aussi aux Jeux de la francophonie cette année par exemple. Enfin, pour m'arrêter là, tu es membre de l'association des comités olympiques africains, ACNOA. J'y étais, ouais. Ah, tu as été, d'accord. Et voilà, tu étais en charge du coup de la zone 3 qui regroupait les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà un peu une présentation globale de notre cher et aimé Benjamin. Et j'aimerais te poser la question. Après cette présentation, qu'est-ce que tu pourrais dire que je n'ai pas encore dit ou qu'est-ce que tu pourrais ajouter en complément à ce que j'ai déjà dit? Bah déjà, bravo pour le travail de recherche et la combinaison parce que ce que tu as dit était exact. C'est pas tous les jours que j'ai une présentation qui est exacte de bout en bout. Ça fait plaisir. Donc là, vraiment top. Après, dont tu ne pouvais pas encore parler, c'est que du coup moi je continue à m'engager dans le développement, enfin pour le sport et pour le développement du sport, notamment en Afrique. Et voilà, c'est un nouvel volet qui est en train de s'ouvrir, qui est de vraiment m'engager pour permettre à nos jeunes sportifs africains de devenir des athlètes de haut niveau professionnels. Et donc voilà, là ça c'est une page qui est en train de s'ouvrir. Alors, franchement, je pense que c'est très important parce que chez nous on a le talent. On a le talent, mais après, voilà, devenir un athlète, ça demande beaucoup de choses à côté.
Et du coup, le fait de savoir que tu t'engages dans ce sens-là, c'est forcément de bon augure pour nous, parce qu'on va se dire, on aura très bientôt de nouveaux Benjamin Boukpeti, de nouveaux médaillés, des athlètes de très 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 haut niveau dans d'autres disciplines sportives. Et nous, on ne demande que ça. On ne demande que ça. Mais je pense qu'on va revenir sur ce sujet un peu plus tard dans l'émission. À côté de tout ça, voilà, c'est bien beau, Benjamin, médaillé olympique, kayakiste, engagé dans le sport pour la paix, pour le développement et tout ça. Ces informations, on les trouve sur Internet. Mais il y a des informations qu'on ne va pas forcément trouver sur Internet. Et Qu'est-ce que tu veux savoir? moi, j'ai quand même envie de poser ces questions que j'appelle des questions toukaratives, qui amènent un peu de toukar. Mais bon, c'est quand même bon enfant, donc pas de crainte. Et la première question que moi je vais te poser, Benjamin, c'est quel est ton plat ou ta boisson préférée togolaise? Bah alors moi, ce que je préfère manger quand je suis au Togo, alors certains m'en voudront parce que je connais pas le nom du plat, mais moi, mon plat préféré, c'est quand je prends foufou Oui. avec sauce gombo. Le foufou avec la sauce gombo? La sauce gombo, c'est ce que j'aime le plus. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ah bon? Donc moi, quand je vais chez ma tante, s'ils me font souvent, il y a foufou sauce arachide. Ok. Dis-moi, s'il n'y a pas sauce gombo, je reviens plus. Hein. Ah ouais. Ah mais Donc, c'est particulier parce que j'ai jamais pensé à cette combinaison en fait. Ça se fait souvent? bah moi, en fait, j'ai appris mes plats togolais quand j'étais enfant. Ok. Quand c'était le plus togolais, mon papa faisait, donc quand on est en France, il fait ça avec fécule pomme de terre, c'est pas très bon en fait, Ok. c'est même pas bon du tout, une espèce de pâte pas bonne. Mhm. Et il faisait sauce arachide ou sauce gombo. Oh, Donc moi ok. je connaissais ça. Donc, Ok. quand je suis venu ici, j'ai découvert foufou, Ok. et là j'ai dit mais je comprends pourquoi tu voulais remanger pâte en France, ça c'est bon. Parce que la pâte en Paris c'est pas bon, mais foufou ça c'est bon. Donc moi j'adore manger foufou, et avec la sauce gombo j'aime parce que c'est rare de trouver gombo. Donc voilà, Mhm. quand c'est cuisiné gombo, ou sinon c'est sauce arachide à l'huile rouge là. Quand il y a l'huile rouge là dessus là, moi j'adore. Aussi. Je sais pas. Après, franchement, je risque de me tromper. C'est pas goussi peut-être? La sauce de noix de palme? Non. La c'est- sauce arachide à l'huile Ah, rouge? enfin l'huile elle est un peu rouge. Peut-être c'est l'huile Ok, de palme. oui, Hein. je pense. En tout cas, l'huile est un peu c'est- rouge ouais, au-dessus, c'est j'aime goussi bien. ou boma, je ne sais Je plus. sais pas. Mais bon, en tout cas, ouais, c'est quand même très intéressant. Le foufou avec la sauce gombo. En tout cas, chers auditeurs, je vous invite à essayer. Je pense qu'un jour, je vais aussi essayer, voir ce que ça donne. La deuxième question, elle est la suivante. En fait, tu as la double nationalité. Oui. Et qui dit double nationalité dit double identité. Et j'aimerais que tu nous dises quel trait de caractère ou quelle habitude caractérise le plus ton côté togolais et quel trait ou habitude caractérise le plus ton côté français ou parisien. Alors, une des choses, je pense, alors le plus, moi, ce qui caractérise le plus mon côté togolais, je crois que c'est quand même ma capacité à résoudre des problèmes imprévus. C'est-à-dire que moi, j'aime bien l'imprévu, j'aime bien résoudre des problèmes qui arrivent comme ça, quand il y a du chaos dans ma vie, quand on sait plus du tout quoi faire. Moi, j'aime bien ces moments-là. Donc ça, des fois, je me reconnais un peu togolais là-dedans, où, bah voilà, on fait avec ce qu'il y a, ok, on doit se sortir de la situation. Et ça, je le fais assez naturellement et assez facilement. Que je sois dans les bois quand c'est en France, que je sois ici quand je fais des programmes. Mais en tout cas, ça, c'est bien plus togolais que français, ça c'est sûr. Ok. Et mon côté le plus français, c'est peut-être ma passion pour le vin rouge, la charcuterie et le fromage. En tout cas, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Si tu es un grand fan de vin et de charcuterie, alors là déjà tu vas très bien t'entendre avec mon père. Et là c'est vraiment, vraiment, vraiment très français. Et du coup, ça fait plaisir de t'entendre dire que quelque part le Togolais est une personne résiliente. Oui. Le Togolais est résilient, sait s'adapter à toutes sortes de situations et voilà, C'est ça. en tout cas c'est super. Bah merci. J'ai encore deux questions. Là, en fait, je débute la phrase et je te laisse la terminer. Oula. Tu vois? Donc, la première, c'est le problème avec la femme togolaise, c'est que dans la sauce, Elle est trop gentille. elle est trop gentille. Ah, ah.
C'est ça le problème, mais tu peux développer un peu? Ah vu, Trop gentil dans quel t'as sens? vu où tu m'emmènes. Des fois, le Togolais, enfin le Togolais et la Togolaise, je trouve presque un peu trop timoré. Je sais pas si Mhm. c'est timide, mais un peu timoré, tu vois, Oui, un peu sage. Moi, j'aime quand on me rentre qui, dedans un peu. qui n'ose pas assez en fait. Voilà, exactement. Ça, je partage ton point de vue. Je travaille dans un environnement où souvent les opportunités, faut aller les chercher. Et des fois, la réputation en fait que qu'on a des Togolais, c'est que ce sont des gens qui sont plutôt calmes. Voilà. Ils ne posent pas fort. Ils veulent toujours faire les choses On fait correctement. les choses Ils parfaitement. n'osent pas Voilà. faire les choses au culot et tout ça. Et moi, j'essaye de casser ça du coup. Donc, Voilà, voilà, donc elle n'ose pas assez, voilà, quoi. voilà. Elle n'ose pas assez, peut-être. Ce serait Mm. plus ça, ouais. Mm. Ok, bah merci. Et la toute dernière question, c'est à tous les coups, dès que j'atterris au Togo, la première chose que je dois faire, c'est Prévenir les autorités de ma présence. ah ouais? Tu es obligé de le faire ou Non, tu mais le fais juste par ce politesse? serait bien que je le fasse plus. Ok. Non, par respect de l'autorité, en fait. J'apprends progressivement que, bah, c'est vrai, quand je viens au Togo, je suis un peu une autorité finalement. Et Mhm. moi, je le considérais pas assez. Donc, c'est important ouais, que je prévienne de ma présence à certaines autorités pour pas qu'elles soient prises à défaut, en fait. Non, ok, bah, en tout cas, effectivement, si tu es une autorité, en tant qu'autorité, quand tu arrives, tu dois prévenir tes pairs. C'est Ah bah ça. oui. En tout cas, bah, merci. Voilà, on a bouclé la première partie. Et puis, voilà, nous allons maintenant attaquer ton œuvre, tes réalisations et comment tu les as ressenties, comment tu les as vécues. Et voilà. Donc, c'est parti. Mes fans, prêtez attention. On va écouter Tonton Maral, qui est l'invité du jour, parler de son œuvre. Alors, Benjamin, le canoë-kayak. Euh, avant d'arriver, d'échanger sur des points que j'ai sélectionnés, j'aimerais déjà te demander en fait comment ça commence et pour le kayak, pourquoi le kayak alors que le foot, c'est les enfants, tous les enfants veulent jouer au foot, à la limite au basket, mais qu'est-ce qui se passe à Lagny ou à Paris et pour que tu choisisses le kayak? Là, c'est une bonne question parce que effectivement, à 8-9 ans, à Lagny-sur-Marne, je joue au football, hein. J'étais footballeur, mon grand frère joue au football, enfin a joué au football en tout cas. Et oui, je jouais au football. Et en fait, jusqu'à ce que je tombe sur un entraîneur où, je sais pas, il me donnait pas vraiment envie d'aller à l'entraînement. J'aimais pas trop l'ambiance qu'il donnait aux entraînements. Et au même moment, avec mon meilleur copain de l'époque, on va essayer le kayak. Et en fait, on pouvait essayer le kayak comme ça. Le club avait ce qu'on appelle des portes ouvertes. Oui. Et donc, on a pu essayer le canoë-kayak. On a fait 3-4 fois comme ça gratuitement. On a pu essayer. Et en fait, on a adoré ça. Et donc, tous les deux, moi, je m'en souviens que j'avais récupéré les papiers au club. J'avais tout rempli les papiers. Et j'étais allé voir ma mère en disant, maman, tu signes en bas, tu fais un chèque de 150 francs. L'année prochaine, je fais du kayak. Et voilà. Et j'ai commencé le canoë-kayak comme ça. Comme ça. Mm. Ah ouais. Et le meilleur ami du coup, il a continué aussi. Ouais, le meilleur ami, il est devenu champion du monde junior. C'est mon témoin de mariage. Voilà. Ah ouais, la belle histoire, la belle histoire. C'est aussi pour ces petites anecdotes là que voilà, j'ai envie de mener ce projet là à bout. Et c'est à partir de quel moment en fait tu te dis, ok, j'ai envie de faire du kayak au niveau professionnel. Je sais pas si je me le dis vraiment. En fait, moi, ce qui se passe avec le kayak, c'est que j'adore en faire déjà, d'une part. Ok. Donc, moi, je suis soit à l'école, soit au kayak. C'est-à-dire que j'aime pas tellement passer du temps à la maison, mais quand je suis avec justement, avec ce copain, c'est avec lui qu'on faisait le plus de choses, on allait faire du vélo ou autre. Mais du coup, souvent, si on peut pas être au kayak, on fait du vélo ou du roller quelque part dans la ville. Mais moi, je passe très très peu de temps à la maison. Ok. Donc soit à l'école, soit au kayak. Donc déjà, j'aime faire du kayak. Donc si on me vire du club, que je dois aller faire autre chose, on va faire autre chose. Mais sinon, je veux faire du kayak, du kayak, du kayak, du kayak. Donc j'adore ce sport.
Et en fait, il se trouve que quand je fais des compétitions, on fait des podiums souvent. Tu vois, je t'ai dit, Ok. mon copain, il devient champion du monde junior. Il a un an de plus que moi, donc il était souvent un peu meilleur que moi. Ça m'énervait d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, nous, on gagnait les compétitions, on était toujours sur les podiums. Donc voilà, on aimait faire du kayak, on aimait faire des compétitions et les gagner. Et en fait, c'est que tardivement, en fait, moi, comme j'étais bon, souvent, on est copains avec les gens de notre génération ou de notre niveau. Donc moi, au niveau de la région, toute l'Île-de-France, bah, j'étais copain avec les meilleurs de l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est une grande région en France, hein. C'est la région de la ville de Paris, donc il y a beaucoup de monde. Donc en fait, naturellement, mais les meilleurs de ma génération sont devenus un peu les meilleurs Français. Ok. Enfin, sont devenus. Nous sommes devenus en fait, hein, tout Mhm. simplement. Et donc voilà, en fait, certains qui étaient un peu meilleurs que moi sont allés dans les centres dans les centres d'entraînement français. Et moi, en fait, j'avais juste envie d'être avec mes copains au départ. Donc j'ai fait en sorte d'être dans un centre d'entraînement français. Donc je suis allé à Toulouse. J'étais pas au centre, mais je squattais à côté pour être avec les copains. Mhm. Et moi, au départ, mon rêve, il était juste d'être copain avec les gens de l'équipe de France. Je trouvais ça classe, je les trouvais beaux. Et voilà, moi, si je suis copain avec les gars de l'équipe de France, c'est classe. Et en fait, j'ai fait ça jusqu'au jour où même, tu vois, même quand je deviens international togolais, parce que nous, notre sport est amateur, hein. Donc professionnel, je sais pas vraiment dans quel sens tu l'entends, Ok. mais notre sport est amateur. Mais moi, tu vois, je décide de vraiment faire du haut niveau. Après, pour moi, quand je vais aux Jeux Olympiques d'Athènes, je fais pas encore du sport de haut niveau, hein. Pourtant, je suis déjà demi-finaliste. À ce moment-là, j'égale la meilleure performance togolaise à des Jeux Olympiques. Parce qu'il y avait Ok. un relais 4 fois 100 mètres, je crois, qui avait fait déjà une demi-finale. Ok. Mais pour moi, je ne fais pas encore du haut niveau. Je m'amuse, je m'entraîne beaucoup parce que j'aime être avec mes copains et faire du kayak, mais Ok. j'ai pas encore le sentiment dans ma tête, je suis pas encore pro, hein. Je Ah oui. deviens pro vraiment quand je rejoins Madonza. En 2006. Ouais, là, je comprends ce que c'est que de s'entraîner pour gagner. Ok, d'accord, je vois. Donc, du coup, tu pars à Athènes, mais toi, tu y allais, t'étais en vacances, quoi. Ah, moi, j'étais, Enfin, tu prenais du plaisir. c'est ça, mais Tu prenais du vous plaisir découvrirez et qu'aux Jeux Olympiques, tu connais pas, toi, tu connais pas. Non. Aux Jeux Olympiques, 80% des athlètes, ils sont là, leur rêve, c'est juste d'être aux Jeux Olympiques. Mm. Après, une fois que tu es là-bas, c'est Disney World, hein. On profite du village olympique, on profite de la ville. J'imagine. Le fait d'avoir l'accréditation dans la ville, t'es un peu le roi, hein. Donc, quand Mhm. t'es en Chine, tout le monde veut te prendre en photo parce que t'as l'accréditation, t'es un dieu un peu. Même à Athènes, quand tu vas dans les boîtes de nuit, juste l'accréditation, ça y est, c'est le passeport pour tout ce que Carnaval. tu veux. Ah Donc, ouais. donc voilà, aux Jeux Olympiques, la majorité des athlètes, on sait qu'on n'a aucune chance de faire une médaille, on sait qu'on a très peu de chances de faire une finale. Donc, en fait, autant en profiter, quoi. Mm. Donc, moi, à Athènes, je suis quand même plus dans cette démarche-là. Je fais en sorte de faire bien ma compétition quand même. Mhm. Donc, Bah, j'arrive c'est à faire important, quand un même. bon résultat. Mais au départ, là, je suis encore dans une démarche où, oui, je m'amuse, je fais beaucoup de kayak parce que j'aime ça, je m'entraîne beaucoup parce que j'aime ça. Mais dans ma tête, je suis pas là pour tout gagner, quoi. Enfin, je suis pas là pour absolument faire un résultat. Je suis d'abord là pour profiter de ma vie. Ah, je vois. Et du coup, c'est vrai que là, en 2008 déjà, quand tu arrives en tant que champion d'Afrique, tu arrives en tant que médaille d'argent au championnat du monde, enfin deuxième. Sur une compétition internationale équivalent enfin. Coupe du Monde, ouais. Ok. Et du coup, forcément, le mindset, il est différent. Alors, il est radicalement différent. Quand je rejoins Amadonza en 2006, j'ai pris une décision, c'est d'être fort en compétition. Mm. Ça veut dire que en 2004, je vois qu'en étant, comme on l'a dit, en mode je profite, je peux faire une demi-finale et faut savoir que sur la demi-finale, sur la première portion de parcours, j'ai le meilleur temps. Et pour moi, Ok. c'est un indicateur très fort. Je dis, mais attends, je me prépare pas pour ça, mais je suis capable d'être le meilleur mondial sur une portion de parcours aux Jeux Olympiques. Pour moi, c'est quelque chose d'important quand même. Donc à ce moment-là, je comprends que en travaillant différemment, Mhm. il est possible que j'aille chercher un trophée mondial de très haut niveau. Résultat, ouais. Mais je vois bien aussi que quand je regarde mes copains qui sont sur les podiums, qui sont sur les boîtes là, Mhm. je sais bien que je suis pas comme eux, qu'il y a encore un monde. Moi, je vois comment ils s'entraînent, je vois comment ils travaillent avec les psychologues, avec les kinés, en musculation. Je vois bien que moi, je suis loin du compte. Donc, c'est pour ça que je vais rejoindre Amadonza, pour vraiment acquérir les codes
et les manières de faire du sport de haut niveau, enfin du sport de très haut niveau pour avoir cette capacité à gagner sur des grandes compétitions. Et donc là, c'est en 2006, je commence à rentrer dans ce programme-là. Ok. En fait, ça, c'est la transition parfaite pour le sujet que je voulais aborder avec toi par rapport à ta carrière. C'est vrai, Pékin 2008. Tu vois, on veut vraiment savoir dans quel état d'esprit tu étais. Bon, là, tu as déjà répondu à cette question. Là, tu es arrivé avec une mentalité de faire un résultat. Et quel était l'objectif, en fait, de manière très précise? C'était une médaille, tu ne t'en cachais pas, ou faire mieux que 2004? Alors, l'objectif avoué pour moi, il était, enfin, si je revois très longtemps avant, l'objectif le plus loin, c'est de faire une médaille. Après, l'objectif réel du sportif, parce que faire une médaille, c'est un résultat qui dépend pas que de moi, donc c'est compliqué. Mais moi, l'objectif réel pour moi, il était surtout de dire, je veux produire mon meilleur niveau sportif en finale des Jeux Olympiques. Donc ça veut dire que déjà, aller dans une finale, le minimum pour moi, c'est d'être en finale olympique. Être en finale. Et après, je voulais être performant dans cette finale. Donc après, si je suis performant dans cette finale, si ça me permet d'être médaillé, bah, ce sera la grande joie. Et si bah, mon meilleur niveau en finale, c'est 5e, c'est 5e. Mais je voulais vraiment atteindre la finale. Et par exemple, contrairement à ce que je fais à Londres, je suis en finale et finalement, bah, je produis pas un grand niveau, je fais une faute, une grosse faute où je manque une porte et du coup, je me retrouve 10e. Ça m'arrivait à Pékin, j'aurais été extrêmement déçu. Là, vraiment, à Pékin, c'était clair, je veux être performant, c'est-à-dire produire mon meilleur niveau en finale des Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques arrivent, on est en août. Qualification, première partie, à chier, exécrable. Tu parviens quand même à te rattraper et à te qualifier en finale. C'est ça. En demi-finale, ouais. Le 12 août 2008, le matin, avant l'entrée sur l'eau, avant l'entrée dans ton kayak, dans ton petit truc là, en tenant ta pagaie que tu casses après là. Comment est-ce que tu te sens le matin là? Est-ce que tu te dis quelque chose va se passer aujourd'hui? Tu te dis voyons voir, ou tu te dis il faut que je fasse le nécessaire, ou peut-être tu te dis ah putain je suis trop stressé. Dans quel état d'esprit tu es ce matin là, ou je sais pas 2 heures avant de te lancer dans l'eau? Hein, bah, tu sais, le jour d'avant, donc des qualifications, j'ai vécu l'enfer. Hein. Moi, je croyais que j'avais perdu, mais je croyais que j'avais tout perdu au début des qualifications. Hein. Je fais la première manche de qualification, je suis avant-dernier. Moi, j'ai ma mère dans le public, mon frère, mon beau-frère, ils sont venus de loin pour me voir. Je me vois, j'étais assis sur le bord de la rivière, en face des tribunes, et j'ai pleuré pendant une demi-heure en me disant j'ai tout perdu, j'ai tout foiré. Voilà, j'étais venu là que pour ça, j'ai tout loupé, j'étais au bout du bout. Pour moi, c'était impossible de remonter. J'étais trop loin derrière. Et après, je sais pas comment, on a travaillé avec l'entraîneur, donc j'arrive vraiment à revenir en faisant une deuxième manche de qualification d'exception. Mais du coup, je fais le meilleur temps. Donc là, tu vois, en fait, je suis passé au pire la veille, mais aussi j'ai vécu le meilleur. Et surtout, quand j'ai fait l'analyse vidéo le soir, j'ai regardé que notamment le Français, qui était le favori de l'épreuve, a fait aussi une manche de qualification où je vois sur sa façon de faire qu'il donne son maximum et que je suis plus rapide que lui. Donc là, moi, le soir, je sais que je suis compétitif et que je peux faire quelque chose en fait. Si à ce moment-là, je savais bien gérer mes émotions, j'aurais même eu l'honnêteté de dire je peux être champion olympique. Mais sauf que si je me dis ça à la veille, je pense que je foire le lendemain. Et là, je sais que je suis compétitif et que demain, il peut se passer quelque chose. Donc là, moi, en fait, le matin, enfin le jour même, en fait, on est serein. Mon entraîneur et moi, on a une sorte de sérénité, quoi. Tout se passe bien. On a passé le pire. Moi, je suis en plein dans ma compétition. J'ai montré que j'étais rapide. Tout est prêt, tout est en place. Oh, je suis serein. D'ailleurs, la preuve, hein, je fais ma demi-finale. Je la gagne. Je gagne avec de l'avance, je suis bien. J'ai plus d'une seconde d'avance. Tu fais le meilleur temps de la demi-finale. Je fais le meilleur temps s'il y a un deuxième qui est 1/100 derrière moi, mais qui va finalement s'effondrer lui en finale. Mais ouais, non, je suis bien. Je suis très bien. Après la demi-finale, ça se complique. Du coup, quand tu arrives à la finale, parce que c'est la finale qui se déroule le 12 août.
Du coup, là, pour la finale, en fait, comment est-ce que... Mais pour la finale, en fait, donc après la demi-finale, c'est compliqué pour moi parce que j'aurais préféré un scénario où, enfin, toutes ces semaines d'avant les Jeux Olympiques, j'imaginais un scénario où je me voyais challenger. Je Ok. me voyais le gars qui va être en finale et en finale tout est possible et moi je sors mon jeu et ça passe. Mais le meilleur jeu, il est sorti en demi-finale. Et le meilleur jeu est sorti en Donc demi-finale. maintenant, on te regarde, on Voilà, t'attend. maintenant on m'attend. Maintenant j'ai tout à perdre. Moi, je voulais être plus dans une position où j'ai tout à gagner, que j'adore. Là, d'un coup, je me retrouve dans une position où, en fait, je peux tout perdre. Et en plus, en partant dernier de la finale, je sais les temps de tous les autres. Donc, quand moi, je vais partir, j'ai en face de moi l'écran avec tous les résultats. Et donc, je sais déjà que j'ai beaucoup de marge. Ça veut dire que sur mon temps sur les 90 secondes de parcours, là, j'ai 4, par rapport à mon temps de demi-finale, j'ai 4 secondes de marge. Il faut que je perde plus de 4 secondes pour me retrouver en dehors du podium. C'est énorme. Dans nos sports, c'est énorme. Mais quelque part, ça fait peur. Parce que ça paraît facile, mais c'est souvent là que ça devient compliqué. Et là, je vais pour partir, donc je suis à peu près bien en me disant c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Et là, la caméra vient sur moi. En fait, moi, à ce moment-là, je sais pas que la caméra vient sur moi. Et moi, je suis prêt à partir, je suis dans ma préparation, on a 10-15 secondes avant le départ. Et là, d'un coup, j'entends le public qui se met à hurler. Mais j'entends, pourtant, il y a de l'eau vive, tout bouge. Ouais, pour m'encourager, me soutenir. En fait, c'est après, j'ai compris, c'est le moment où la caméra, elle vient en gros plan sur moi. Et en fait, tout le monde voilà, je suis être le dernier, je suis le petit Togolais qui est là. Tout le public est là, en fait, parce que moi, je suis un peu la belle histoire du jour. Mais moi, je me suis mis à trembler dans mon kayak. Mais sauf qu'on est à 5 secondes du départ, je pars. Mais là, je suis pas du tout sur les appuis. J'ai fait un très mauvais départ. Ça, pour un non-expert, ça se voit pas. Mais je fais la première ligne droite catastrophique. J'essaie de pagayer vite, mais j'y arrive pas. Enfin, j'ai failli louper le premier portant remontée rouge. J'ai failli la manquer. Et là, d'un coup, j'ai eu le flash de ma qualification manquée. Et là, dans ma tête, je me dis, si tu te ressaisis pas maintenant, c'est fini. C'est mort. Et là, je me ressaisis, je fais un milieu de parcours exceptionnel. Là, j'entends le public hurler à chaque chrono sectoriel parce qu'en fait, je suis en avance tout le long. Et voilà. Et en bas, mon entraîneur déteste quand je dis ça. Mais sur la fin de parcours, presque j'assure un peu en fait. J'assure mes trajectoires. Je veux être sûr de finir propre en bas. Et voilà, j'arrive troisième. Voilà. Et tu arrives troisième, pac, la pagaie se casse. C'est du genre, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi? Je pense que c'était pas calculé, c'est sorti comme c'est sorti. En fait, j'aime beaucoup les émotions extrêmes et donc, faut savoir que la pagaie là, j'ai eu un gros problème de logistique avant les Jeux Olympiques parce que j'ai cassé beaucoup de pagaies à l'entraînement. Ok. Mais je les cassais pas de joie, je les cassais parce que j'étais énervé, je les cassais, voilà, parce que quand j'arrivais pas à faire ce que j'arrive pas à faire ce que je veux, je me mets en colère et j'ai cassé beaucoup de matériel. J'ai dû me faire livrer, donc mon fournisseur avait plus de pagaies en stock. Donc c'est mon partenaire d'entraînement, Benoît Péchier, qui était lui-même champion olympique en titre en 2004. Okay. C'est lui-même qui a mis en DHL 2 pagaies qu'il m'a envoyées. Et donc c'est avec ces pagaies-là que je me retrouve aux Jeux Olympiques. Et donc voilà, en fait, je fais un mouvement que je fais presque tout le temps à l'entraînement. Comme quand je m'énerve en fait. Donc là, je vois le truc, bam, je suis juste super expressif. Et même moi, je suis surpris, je me retrouve avec ma pagaie en 2 dans les mains et je me demande un peu ce qui vient de se passer. Mais je suis tellement heureux que voilà, je lève les bras. Et du coup, Michel Péché, il est là, il regarde à la télé ou dans les tribunes. Mais putain, elles sont mes pagaies! Je crois qu'il est content que j'ai pu la casser pour j'ai fait honneur pour l'occasion. En tout cas, ouais, c'est sûr. Et du coup, après le titre, c'est le retour au Togo. Alors, comment tu as ressenti l'accueil du public? Tu revenais en 2008 au Togo après le titre. Je pense, ça faisait 2 ans que tu n'y étais pas revenu, c'est ça? Non, quand j'y viens, c'est la 2e fois de ma vie que j'y vais. Ah, c'est la 2e fois, carrément. La première fois de ma vie, j'y suis allé quand j'avais 1 an. Ok. Et la 2e fois de ma vie, je suis médaillé olympique. Donc pour moi, c'est je sais pas comment dire, pour moi c'est un autre monde quoi. Enfin, je sais même pas comment l'exprimer tellement c'est comme si je débarque sur terre bis. Pour moi, ça n'existe pas. Tout ce que je découvre en arrivant là-bas, je ne le connais pas.
Justement, et en plus, déjà, genre, c'est un environnement du coup que tu ne connais pas du tout, mais tu arrives et c'est sûr que voilà, tout le monde t'applaudit, tu rencontres le président de la République et tout ça. Voilà, comment est-ce que genre, comment tu vis le truc? C'est du genre, c'est particulier en fait. C'est comme dans un rêve en fait, hein. Là pour le coup, c'est vraiment comme dans un rêve dans le sens où c'est à la fois génial, idyllique, et à la fois, je te dis, tout est nouveau. À part mon père qui est là avec moi, un autre copain d'enfance qui est là avec moi, avec un partenaire d'entraînement qui était là comme photographe au début. On va dire le journaliste de Canal+ qui est là, c'est presque un de mes références les plus connues. Mon père, à part la sauce gombo et foufou et la sauce arachide, je connais presque rien. Des amis qui sont venus un peu en France, mais tu sais, quand t'es enfant, les copains de tes parents, tu les connais pas, quoi. Donc moi, je me retrouve là, tout est nouveau. Ouais. Je sais pas ce que je dois faire ou pas faire. Je sais pas comment faire. Je n'arrive même pas à me rendre compte à quel point je suis honoré ou pas honoré. Enfin, si je sais que je suis face à un chef d'État quand même. Mais voilà, c'est pas quelqu'un que je vois dans les médias tous les jours, enfin que j'ai vu dans les médias régulièrement. Je vis pas dans la vie togolaise moi, donc c'est très particulier. C'est très particulier. Et du coup, quand même, au début, ça se comprend hein, que ce soit assez particulier de vivre une telle situation. Mais tu prends quand même le temps de revenir plus souvent. Là, maintenant, tu es très régulièrement au Togo. Est-ce que, avec le temps, depuis 2008, tu te rends compte que quand même cette reconnaissance-là, est-ce que déjà tu as pu déceler une forme de reconnaissance du pays vis-à-vis de toi par rapport à ce que tu as fait? Et est-ce que tu penses que jusqu'à aujourd'hui, elle existe toujours? Alors bien sûr, dès le départ, hein, j'ai eu la forme de reconnaissance. J'ai été reçu comme un chef d'État. Hein. Je veux dire, je suis descendu de l'avion en dernier. Il y a un véhicule qui me reçoit. J'arrive, les journalistes sont là. Le protocole me prend en charge. Moi, je te dis comme dans un rêve. J'ai rien à gérer, tout est géré pour moi. Je vais de réception en réception. Je vois les personnes les plus importantes du pays, ministre des Sports, Premier ministre, président de la République, directeur du port. Enfin, je veux dire, je rappelle juste là parce que je l'ai encore revu hier. Le port de Lomé, deuxième plus gros port africain dans le top 10 des plus gros ports au monde, je crois. Le plus grand port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest, si je me trompe. Voilà, les deuxièmes plus gros ports en termes de volume d'affaires pour toute l'Afrique. Togo, deuxième pour toute l'Afrique derrière Durban. Je veux dire, quand je vois le directeur du port, je vois un géant du business africain. Donc je vois les plus grandes personnes du pays, voire les plus grandes personnes de l'Afrique. Donc je suis conscient que il y a de la reconnaissance. Je reçois des primes de différentes personnes, de différentes institutions. Donc je suis reconnu clairement dans la rue. Les gens ils me font honneur, ils me respectent. Je veux dire, c'est pas la foule qui s'empare de moi. La population togolaise est extrêmement respectueuse de qui je suis, de ce que je représente. Et comme tu dis encore aujourd'hui, quand je dis que la première chose que je dois faire, c'est prévenir les autorités. Parce que moi, tout ce monde-là, je ne réalisais pas. Mais quand je viens maintenant, à chaque fois que je passe douane ou que j'arrive quelque part, on me dit « Ah, Benjamin, monsieur Boukpeti, mais vous êtes une autorité. » Mais au début, je savais pas ce que ça voulait dire, moi. Maintenant, je comprends. Et maintenant, je comprends qu'une autorité, elle a surtout des responsabilités, en fait. On ne devient pas une autorité pour avoir des privilèges ou pour être une star. En fait, une autorité, elle a surtout des responsabilités vis-à-vis de sa communauté. Et ça, j'en avais pas conscience. Donc, en étant reconnu, et c'est drôle parce que c'est vraiment la population qui me reconnaît comme tel. Donc, quand tu dis, je me sens vraiment, vraiment reconnu, et moi, maintenant, j'ai envie de dire, je cours derrière pour d'assumer en fait cette casquette-là. Voilà, le rôle que la population ou une partie de la population me donne. Et donc voilà, je me sens vraiment extrêmement reconnu, très bien reconnu, toujours bien accueilli. Voilà, même 14 ans après. Des personnes, des fois c'est des très jeunes, donc ils me connaissent pas, mais quand on leur explique tout de suite, c'est ah ok, oui, bien sûr. Donc non, c'est impressionnant. Ah, c'est top. Ok, bon on va peut-être revenir sur le travail de l'autorité dans la troisième partie qu'on va commencer tout à l'heure. Mais juste avant, pour finir cette partie, j'aimerais aborder en fait un sujet du genre qui d'un côté n'est pas forcément heureux. Mais, de l'autre côté, sans ce sujet, ou enfin, sans cet élément-là, je ne pense pas qu'on serait ici aujourd'hui. Enfin, je me dis,
Vas-y, les chances auraient été très, très, très minces. raconte. Tu me disais tout à l'heure que ta carrière, enfin, du genre, c'est vraiment en 2006 que tu te mets vraiment dans l'idée de je veux performer au haut niveau pour éventuellement décrocher quelque chose. Oui, Avant, tu prends du plaisir, ouais, mais quand même, tu sais que tu es bon. ouais, Tu le sais. ouais. D'accord? À 15 ans, et puis, en fait, tu passes du temps avec des amis de Oui. l'équipe de France, tu Tout à traînes fait. avec eux, peut-être que tu t'entraînes avec eux aussi, Oui, tout à fait. et tu vois que tu es bon, tu as le niveau. Oui. Et je sais plus si c'est à 15 ans ou Ça- À 16 ans, à 16 ans ou 17 18 ans. ans, je ne sais pas, tu te fais une luxation Oui, de l'épaule droite oui. et tu subis, je crois, jusqu'à 2 autres interventions chirurgicales. Bah, une sur chaque épaule au final. Oui. Donc Au 2 final. interventions. Donc, en fait, cette blessure-là, enfin, ces 2 blessures retardent ta progression Oui, et finalement, tes copains, eux, ils prennent leur envol, oui, tu vois. Du coup, peut-être rattraper le train, il est trop tard. Et je me dis, mais si ces blessures n'avaient pas eu lieu, oui. je suis sûr que l'équipe de France ne t'aurait pas laissé te représenter le Togo. Bah, Enfin, on ne saura pas, mais On ne saura pas, mais tu sais que la première, elle est survenue 3 jours avant les sélections équipe de France junior. Donc auquel tu allais participer. J'allais participer. Donc je participe pas à cette sélection. Mais en effet, si je me sélectionne, moi j'ai été international que togolais. Hein. J'ai jamais couru, j'ai jamais porté le maillot français. Mais ma première sélection junior, où j'aurais pu rentrer dans les effectifs juniors, en effet, j'ai pas participé. Donc effectivement, la blessure fait qu'on ne saura jamais. Mais parce que c'est vrai qu'après en France, tel que le parcours de progression est fait, les sélections sont réduites, mais quand tu es sélectionné, après tu as beaucoup d'avantages et tu progresses plus vite. De fait, parce que tu bénéficies de tout le support de Voilà, l'élite de l'équipe de France, En effet. donc tu as beaucoup plus de chances. Et en effet, moi, j'ai finalement pas eu la chance, ou en tout cas, j'ai eu la chance de ne pas pouvoir défendre mes chances à ce moment-là. À ce moment-là. Et finalement, aujourd'hui, on est là, champion olympique, médaillé olympique pour le Togo, première de l'histoire. Et je pense que ça a beaucoup plus de poids que d'être peut-être champion olympique pour la France qui a déjà voilà, une grande culture de la gagne aux Jeux olympiques et aussi dans ton sport, peut-être. Ouais, au-delà de ce que ça aurait représenté en France, je crois surtout que grâce à cette médaille, ça m'a bousculé pour revenir plus. En fait, je sais pas si je serais revenu. Tu vois, mon frère, lui, à force que je vienne, il va venir normalement là en 2024. Mais sinon, il n'est pas revenu non plus depuis. J'ai notre sœur qui est pas revenue depuis. Et là, en fait, moi, ça m'a un peu obligé à revenir. J'ai commencé à découvrir le pays. Et en fait, je me rends compte que j'aime. Et maintenant, je suis en train de m'installer ici, tu vois. Voilà. Et en plus, tu fais beaucoup de choses pour le pays. Et ça va être ça, en fait, le sujet de la troisième partie. Et donc, on enchaîne direct. Tac. Ouais, gars, dis-moi, est-ce que t'as une machine à coudre? Ah tiens, non. Pourquoi? On m'a dit qu'il fallait tailler un sujet sur mesure. Benjamin, sur la troisième partie de cette émission, que j'appelle le sujet taillé sur mesure, j'aurais pu te laisser la latitude de choisir un sujet. Et c'est toujours le cas. Si tu me coupes, je dis Marek, je veux pas parler de ça. Parlons de football ou parlons de, je sais pas, d'oiseaux parce que je suis fan des oiseaux. C'est comme tu veux, tu vois. Mais quand même, par rapport à ton parcours après carrière sportive de haut niveau, déjà il y a ce projet-là du camp à Madonsa que tu développes avec ton entraîneur de l'époque. Vous travaillez avec 300 jeunes dans ce camp-là pour les initier à 8 disciplines sportives, y compris le tien, le kayak. Tu travailles beaucoup sur des projets de consolidation, enfin consolidation de la paix à travers le sport, etc. Et moi j'ai envie de savoir en fait, en te lançant dans ce type d'activité-là ici, pour la promotion du sport, pour le développement de peut-être d'une économie sportive, quelles sont les difficultés déjà que tu rencontres? Quels sont les besoins que tu as identifiés et quelles sont les approches de solutions que tu suggères ou que tu mets en place à travers ton activité ici?
Donc c'est très général, mais C'est je vaste, pense hein, que oui. tu peux voilà Ok, nous ben, donner un petit cours de 2-3 minutes. alors, les difficultés que je rencontre, bah, déjà, elles sont assez, j'allais dire, évidentes et ne devraient surprendre à peu près personne. C'est que le terrain, il est quasiment vierge si on parle de économie du sport. Mm. C'est-à-dire si on parle de gagner, enfin de générer des revenus grâce au sport. Mm. C'est-à-dire qu'ici, il y a déjà de l'argent dans le sport. Il y a quand même des clubs, par exemple, si on prend le football, il y a des clubs de football, que ce soit, si je parle au Togo ou au Bénin, beaucoup plus, parce qu'ils ont relancé le championnat pro. Mais au Togo, jusqu'à ce qu'il soit relancé, il y a malgré tout déjà des joueurs qui gagnent de l'argent, qui sont professionnels et qui ont des salaires pour être footballeurs. Mais si on prend l'économie du sport, en fait, là, c'est qu'il y a ceux qui reçoivent des revenus, ils ont la chance d'avoir des personnes qui sont passionnées de football, qui ont des moyens et qui vont finalement financer toute cette activité. Comme ça pourrait être le cas pour le kayak, si moi j'avais suffisamment de financement, je pourrais dire, ok, je finance le développement du kayak, je paye les matériels, je paye l'encadrement et tout. Là, on est un peu là-dedans aujourd'hui, le football, c'est plutôt comme ça. Donc, le terrain est vierge. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que en partant de zéro, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup, il y a peu ou pas de personnes, très peu de personnes qui sont compétentes. Donc une économie, ça se fait pas tout seul, ça se fait avec de nombreux acteurs à plein de niveaux différents, autant sur le plan sportif que sur le plan marketing, que sur le plan administratif, que sur le plan politique. Donc voilà, ça demande des compétences qui sont encore pas assez exprimées. Parfois elles sont là, mais pas exprimées. Okay. Et après, la troisième chose, c'est moi ce que j'appelle la culture, mais c'est le fait d'y croire. Ça veut dire que comme ça fait de nombreuses décennies que plusieurs ont essayé tout seuls et que ça n'a pas fonctionné, aujourd'hui, un peu collectivement, tout le monde s'entend à dire que de toute façon, chez nous, c'est pas possible. Que nos dirigeants sont pas bons, que lui, il peut pas le faire. Regarde, lui, ils ont essayé, donc c'est pas possible. Donc, il y a cette culture ambiance et moi ce que j'appelle l'inconscient collectif. C'est-à-dire collectivement, tout le monde s'entend à dire que de toute façon, le sport professionnel, c'est pas pour nous. C'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour ailleurs, pour peu importe les raisons. Donc il y a tout ça. Ouais. Donc tu vois que pour s'attaquer au sujet, c'est pas gagné. Ouais. Et du coup, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place pour apporter ta petite pierre à l'édifice? Parce que je comprends que tu interviens beaucoup dans les projets de... Ouais, vas-y. Oui, moi c'est tout nouveau, hein. Ça fait que ça fait on va dire même pas un an que vraiment je prends le sujet au sérieux, enfin que je suis actif sérieusement. Maintenant, j'essaye de le faire à ma dimension. Ça veut dire que moi, contrairement à l'inconscient collectif, je me dis, moi j'y crois. Ok. Je sais pas pendant combien de temps il me faudra pour y arriver, mais j'y crois. Donc maintenant, je cherche à travailler avec ceux qui y croient aussi et qui œuvrent. Il y en a qui y croient, qui œuvrent, avec qui c'est pas forcément facile de travailler directement parce qu'on s'entend pas ou parce qu'on n'arrive pas à se voir. Mais en fait, c'est pas grave. Tant qu'on se suit et qu'on est plusieurs à travailler, je sais qu'on va avancer. Donc moi, j'essaye de me dire, ok, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Donc moi, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, je me suis formé dans le management d'entreprise, tu as évoqué mon Master 2, donc j'ai travaillé en entreprise en tant que manager, en tant que même, j'étais à la direction des opérations avec une équipe, d'une boîte qui faisait quand même plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça tournait quand même bien. Je me suis formé dans le coaching de performance, c'est-à-dire que moi j'ai mon expérience, mais c'est une chose d'avoir son expérience et c'en est une autre d'aider les autres à réussir. Donc je me suis formé dans le coaching pour être capable d'aider n'importe quel athlète. Je me suis d'abord entraîné sur des dirigeants d'entreprise, mais pour être capable d'aider n'importe quel athlète, voire même n'importe quel dirigeant, à faire évoluer sa façon de voir le monde pour être plus performant. Parce que souvent ce qui nous ralentit, c'est notre façon de percevoir les choses. La préparation mentale, elle est très importante. On est dans la préparation mentale. Quel que soit ton domaine d'activité. Donc là, on est vraiment. Donc je me suis formé là-dedans. Donc tout ça, ça m'a pris du temps. Donc c'est ce qui fait que j'ai mis aussi du temps avant de revenir concrètement. Mais donc moi maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je deviens à ce jeu-là, je deviens un expert de la performance et du management d'entreprise. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est d'une part, je m'emploie à aider des joueurs. J'attaque par des sports où le professionnalisme est évident. Ça veut dire que si un athlète devient un athlète de haut niveau, en fait, il sera professionnel. Par exemple, dans mon cas, le canoë-kayak, si tu es médaillé olympique,
c'est pas automatique d'avoir un salaire et des revenus. Mm. C'est un jeu compliqué. Alors que dans le football, si tu fais partie des 10 000 meilleurs mondiaux, c'est automatique, quasiment, d'avoir un salaire, des revenus, voire même des bons revenus. Tu vois. Donc là, mon premier travail, c'est de travailler avec des joueurs de football qui ont du talent. On sait qu'on en a plein et qu'on en a plein. Et donc là, de leur apporter ce que moi, j'ai commencé à apprendre en 2006 et de leur mettre à disposition toutes les compétences, les codes, ce qui est nécessaire pour devenir un joueur de football professionnel. Ok. Parce qu'ici, en fait, pas assez de monde sait comment faut faire ou ce En qui est effet. nécessaire. Donc là, c'est leur apporter ça pour qu'avec leur talent, ils deviennent pros. Et en même temps, de leur apporter et de leur inculquer ce que j'ai développé aussi avec Peace and Sport, toute cette culture d'éducation, de retombées pour ma communauté, pour ensuite, après, les aider à avoir des retombées économiques sur leur communauté. Pas avoir des joueurs qui s'en vont, qui font leur vie en Allemagne, en Angleterre ou je ne sais où, et qui en fait dépensent leur argent, renvoient un petit peu en Western Union, mais en fait s'occupent pas du tout de ce qui se passe. Là, vraiment aussi les aider dans le retour économique qu'il va y avoir pour leur communauté, de les aider à construire des académies, construire des infrastructures d'éducation, peu importe ce qu'ils veulent faire, ça dépend de ce qu'ils veulent, mais les aider à réinvestir leur propre argent dans le développement communautaire. Exactement. Ensuite, là, ça c'est le premier volet vraiment purement joueur. Ok. Ensuite, il y a le deuxième volet qui est plus aider on va dire les organisations. Donc ça peut être autant une institution, qui peut être une fédération, un ministère, que une structure plus privée et qui va être par exemple un centre de formation ou un club. Et là, donc de plus les aider sur, on va dire, le management d'entreprise et comment on manage la performance dans une entreprise. Donc là, le cas échéant, appliqué au sport. Ok. Donc là, de vraiment apporter toutes les notions de marketing sportif, rentabilité, management des hommes, évaluation, enfin indicateur de performance, évaluation de la performance, rentabilité et autres, pour que dans le monde du sport, on commence à avoir des automatismes, des habitudes de professionnels. Dans une fédération, on peut avoir une administration qui est bien menée, bien carrée, des projets, avec un budget, avec des objectifs à atteindre. Quand on commence à être professionnel là-dedans, on peut obtenir des aides internationales qui font qu'on a commencé à avoir des revenus. On commence à rentrer pour moi dans une démarche d'entreprise. C'est quoi mon modèle de revenus? Aide de ma fédération internationale, aide de mon ministère de tutelle, aide de mon comité olympique, aide d'une autre organisation internationale pour autre chose. À la fin, j'arrive à construire un budget qui me permet de payer des formateurs, des cadres techniques, voire même de financer les déplacements de mes joueurs et autres et autres. Ok. Donc là, j'essaye d'amener toute mon expertise avec toute mon énergie et de le rendre accessible et surtout de prendre le temps de faire monter les gens en compétences. Là où j'ai envie de dire un blanc, comment ça se passe? Ils viennent, ils vont former une semaine, 2 semaines maximum, et là c'est déjà long. Ils s'en vont et ils nous laissent nous débrouiller. Mais c'est très difficile d'appliquer en fait. On a tous nos problèmes du quotidien. En effet. En Donc effet. là, moi, je suis présent pour être présent dans le quotidien avec eux et Et pour les que accompagner de bout en bout. pour créer une première génération et qu'on puisse dire, tu vois, comme la première médaille olympique, ça paraît impossible et pourtant maintenant c'est une réalité. De la même manière, là on disait c'était impossible, on dit mais attends, mais eux ils l'ont fait en fait. Et que ça devienne une référence, un précédent, et qu'après on puisse, entre guillemets, recopier ou dupliquer. Dupliquer, faire encore mieux. Voilà, exactement. Eh ben, c'est très intéressant. Chers auditeurs, si vous êtes, si parmi vous, il y a des athlètes qui seraient intéressés, voilà, par de tels services, bah, je vous recommande et je vous exhorte très fortement à contacter notre seul et unique médaillé olympique. J'espère que pas pour très longtemps, parce que ça va là. Après 14 ans, voilà, il faut quand même que voilà, que des gens viennent s'asseoir à côté de toi. C'est ça. Bah d'ailleurs, ça a été un peu la dynamique de départ. C'est que pour moi, ce serait personnellement un échec que je reporterais en partie personnellement qu'il n'y ait pas d'autres médailles olympiques de mon vivant. À part si je meurs sur accident demain, mais je veux dire, je me rends compte que s'il y en a pas, Nous touchons du bois. Par exemple, s'il y en a pas, c'est aussi ma responsabilité. Si je regarde dans d'autres pays qui font des médailles, qui encadre les médaillés d'aujourd'hui? Les médaillés d'hier. Qui encadre les champions du monde aujourd'hui? La France qui est championne du monde en football. Qui était le coach? Le champion du monde de la précédente génération.
Donc, à un moment donné, quand ça existe, en fait, on doit l'utiliser. Et moi, ça a été ma prise de conscience. J'ai dit, je peux pas dire le Togo fait pas de médaille olympique en étant le seul médaillé olympique et en n'étant pas impliqué. Maintenant, je veux prendre ma part de responsabilité et qu'on puisse dire, que même qu'on me dénonce, mais Benjamin, Monsieur Boukpeti, vous faites quoi? Donc voilà. Maintenant, on a créé avec mon frère est en train de m'aider dans la démarche. Voilà, on a créé la plateforme bookpeti.fr et on avance là-dedans. On est au début, mais on compte bien créer des émules. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès à ton frère et à toi dans cette initiative, une belle initiative dont nous avons fortement besoin. Le besoin, il est là. Et en tout cas, nous, on est là pour soutenir, pour accompagner et voilà, pour servir à vos côtés à cette cause-là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on finit la troisième partie. Et on va sortir en douceur avec l'outro. Ça y est, c'est bientôt la fin du podcast. Pour clôturer en beauté, on passe à l'outro. Alors Benjamin, déjà merci de m'avoir accordé ce temps. C'est déjà bientôt l'heure de nous séparer. Et moi je t'aurais bien gardé toute la journée, hein, mais bon. Faut quand même respecter le fait que les gens ont plusieurs engagements. Donc, on va finir avec l'outro. J'ai préparé une petite série de questions. L'idée, c'est vraiment de répondre du tic au tac, avec spontanéité, avec la première chose qui te vient en tête. Et les résultats peuvent être surprenants. En tout cas, nous, on va en apprendre beaucoup plus sur ta personne. Et voilà. Alors, c'est parti. La première question que j'ai pour toi, c'est quel est ce job, d'accord, pour lequel tu sais que tu serais archi nul? Archi nul. Tout ce qui est dans la création artistique ou littéraire. Là, s'il faut écrire des courriers, des belles lettres, là, je suis archi nul. Ah oui. Et à l'époque, la rédaction écrite. Il fallait envoyer des petites histoires d'amour. Où tu trouvais quand même l'inspiration. Je m'en sortais pas mal, là. Ah ouais. Donc, du coup, ça dépend du cadre, hein. Oh là là. Ok, alors, la manière la plus insolite par laquelle tu t'es déjà blessé ou tu t'es déjà fait mal? La plus insolite? Oui, la plus insolite, la plus bête, la plus insolite, bête, hors du commun ou super bête. Attends, je me suis fait quoi comme blessure? Si, une fois, en faisant à la patinoire. Ok. Je faisais du patin à glace, comme souvent, j'ai voulu faire le beau ou le malin. J'ai voulu faire une figure, je sais pas comment, et en fait, je suis tombé la tête la première sur la glace. Ouf. Je suis tombé j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé, il y avait les pompiers autour de moi, tout, je savais plus où j'étais. Ah ouais. Ça, c'était pas mal. Ah, mais genre les 5 secondes avant la chute et peut-être les 2-3 secondes après la chute peuvent rentrer dans les compilations de chutes drôles là sur YouTube. Ah, sûrement, oui. Ah bah, heureusement ou malheureusement, personne n'a filmé. La troisième question, elle est celle-là. Quelle est cette rumeur ou ce mensonge qu'on a déjà balancé sur toi et qui t'a le plus touché? Là, ce qui me vient tout de suite, c'était à l'époque où je préparais les Jeux Olympiques de Londres. Oui. Et que les médias disaient beaucoup que j'étais pas assez soutenu par le gouvernement ou par les autorités, alors que c'était pas vrai, qu'on travaillait ensemble, c'était difficile, on n'y arrivait pas. Mais du coup, ça m'avait touché parce que je me suis dit, je sais que les personnes en face de moi, elles font de leur mieux et que c'est pas facile en fait. Et donc ouais, ça me prenait de l'énergie du coup de passer du temps à dire non mais c'est pas vrai, on fait de notre mieux, c'est pas facile, arrêtez de tirer sur les autorités alors que en fait c'est juste des hommes et des femmes comme vous qui font de leur mieux et c'est pas facile. Et c'est bien de le répéter encore aujourd'hui. Quel talent aurais-tu aimé avoir? Businessman. Tu es déjà un peu dedans quand même, donc ça veut dire que ça va. Ouais, je gagne pas encore les milliards. Hein. Oui, mais bon, ça va venir, ça va avec le temps. Là, tu étais occupé à pagayer. Voilà. Une personne avec qui tu aimerais être bloqué dans un ascenseur pendant 1 heure? Ma femme. Oh là là, tu vois, il gagne des points comme ça. Il veut gagner des points. Il veut gagner des points sur mon dos. Tu me payes combien pour ça? Tu m'as dit spontanéité. J'essaye de faire le plus spontané. Ok.
Alors, justement, idéalement, ta partenaire, du coup, ta femme, elle est excellente à quoi? Idéalement, dans l'idéal. Donc, du coup, tu peux prendre ça dans le sens où, Me faire, genre, moi, non, me faire vivre enfin, nous faire vivre, ce qui est le cas pour la famille et pour ses clientes aussi, de nous faire vivre des belles expériences de joie, de se sentir heureux dans la joie, de nous surprendre par des choses qui nous font du bien. ok. Elle est Donc, du excellente coup, pour ça. idéalement, ta femme, elle est excellente à vous faire vivre de très bons moments. Ouais, exactement. Elle Ok. ouais. Ok. Ah, il essaye de gratter des points. Il essaie de gratter des points. Alors, la personne la plus célèbre que tu as déjà rencontrée, c'est qui? La plus célèbre. La plus connue. Alors si je fais en nombre de vues sur TikTok, sur comment on mesure. Non, bah Adebayor, je pense, fait partie des connus, des plus connus. Non, Didier Drogba, je pense, c'est le plus, Didier Drogba. je pense, Ouais, c'est le peut-être. plus élevé. Peut-être. Alors, ton héros dans la vraie vie? Mon héros dans la vraie vie, Mm. j'en ai plus vraiment. Je le cherche depuis des années, Ah là, oui. ces derniers temps. Ah oui. Justement, avant, quand j'étais athlète, mes héros, c'était Michael Jordan, c'était Michael Johnson, c'était... Mhm. En kayak, c'était pas vraiment Tony Estanguet à l'époque, mais c'était quand même un gars juste un peu meilleur que moi c'était un peu ces gens-là. Mais maintenant, je cherche un peu justement cet entrepreneur, tu vois, ce sportif qui est devenu entrepreneur et qui a créé quelque chose qui n'a jamais été fait en Afrique. Si quelqu'un me le trouve, ça va devenir mon héros. Si j'ai Mohamed Younous qui est un peu mon héros. Mohamed Younous. Younous, le professeur Younous, Oh, ok. qui a mis en place le microcrédit en Inde, Ok. qui est devenu justement, qui s'est mis à gagner lui des milliards. Ok. Pas en dollars, hein, mais plutôt en CFA, En CFA. qui s'est mis à gagner des milliards en mettant en place un système de microcrédit qui était vital pour le développement économique on va dire, des pauvres en Inde, Mhm. mais grâce auquel il s'est bien enrichi. Ok. C'est quelque chose que j'adore et c'est quelque chose que j'ai envie de créer justement quand on parle Mhm. d'économie du sport. J'adorerais créer une économie du sport qui permette à tous nos Mhm. jeunes et nos amoureux du football par exemple, de réussir à gagner un peu et que ça me permette de gagner aussi moi. Ok. Très intéressant. Alors, à quoi répondrais-tu non merci, alors que pour ton frère Olivier, ce serait chaud devant? Une bonne soirée. Une bonne soirée. Ouais. À toi, les soirées, c'est fini? En ce moment, un peu, ouais. Ah ouais. Ok, d'accord. Et pour finir, en fait, là, je vais te donner 3 noms et ou 4 peut-être, et tu me diras le premier mot qui te vient en tête à Ok. l'évocation de ces noms-là. Ok. D'accord? Le tout premier, c'est Jean-Jérôme Perrin. J'allais dire un ami, un grand frère. Ok. Et pour ceux qui ne savent pas, Jean-Jérôme Perrin, c'était son entraîneur pendant dès de 2006 à la fin de ta carrière. Tout je à pense. fait. Voilà. Emmanuel Adebayor. T'es horrible avec tes trucs. Parce que moi, le mot qui me vient, il veut pas dire la même chose pour tout le monde. Ok. Moi, Mais tu j'adore. peux le dire et expliquer. Moi, j'adore Emmanuel Cheye Adebayor. Le premier mot qui m'est venu, c'est voyou. Mais moi, Mais dans quel sens? moi, c'est un côté super affectif, dans le sens où faut savoir que quand je recrute, quand je cherche des talents, je recherche souvent ceux qui sont un peu, qui respectent pas bien, qui ont du mal avec les règles les règles de notre monde. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ces gens-là qui font du très haut niveau et qui nous inspirent et qui dépassent les règles. Si je prenais un exemple américain de Cheye, pour moi, ce serait Elon Musk. Ok. Ce gars qui respecte pas les règles pour créer de l'extraordinaire, pour créer du rêve. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, je le vois combattu Cheye sur son approche, mais je rappelle que c'est grâce à qui il est tel qu'il est, qu'en fait on a un Emmanuel Adebayor qui nous fait rêver et qu'on est encore fier de nommer. Donc voilà, moi ce petit côté voyou, c'est un truc que j'adore parce que pour moi c'est un signe révélateur de ceux qui vont nous apporter un plus qu'on trouverait pas chez quelqu'un qui sont trop rangés. Excellente réponse. Je pense que Cheye, il serait heureux de t'entendre, hein, Bah, malgré le mot voyou, qui veut dire quelque chose de complètement différent et qui a été très bien expliqué. Papa? Merci.
Et enfin, cette émission. Très intéressant. Merci pour le... Et merci, Pour ce moment. et merci, et merci, et merci. Alors donc Benjamin, voilà, c'est tout. Je vais pas te retenir plus longtemps. Encore, je ne te remercierai jamais assez d'avoir pris le temps, d'avoir accepté de me recevoir. Pour t'avoir, ça n'a pas été facile. J'ai dû courir jusqu'à Cotonou pour t'avoir, mais voilà. Quand même, vraiment, j'ai rien là pour l'instant. Pour l'instant, on commence à peine. Et c'est quand même gratifiant de savoir que il y a des grands frères qui ont fait de très belles choses par le passé, qui veulent bien partager avec nous, soutenir un peu nos projets. Et voilà. En tout cas, je t'encourage dans la suite de ta carrière. Je pense que ce n'est pas la dernière fois que nous retrouvons. Nos chemins se croiseront à nouveau, j'en suis définitivement convaincu. Ok. Et je te souhaite une excellente suite de journée. Merci et puis, si tu veux peut-être donner un mot de fin aux auditeurs, voilà, ils t'écoutent. Bon, moi, mot de la fin, ce que j'aime beaucoup partager, rêvez, vivez votre passion le plus que vous pouvez. Et si votre passion n'est pas rémunératrice, faites de votre mieux pour que ça le devienne. On se quitte alors sur ce très beau conseil. Si votre passion n'est pas rémunératrice, faites en sorte qu'elle le devienne. Mes chers amis, c'est important. Merci cordialement. Au revoir.